accuse les problèmes seul alors que par rapport de pêche est géré par trois départements, à savoir le ministère des Travaux publics et le ministère des Transports lorsqu'il s'agit de leurs compétences. Non, je ne perçois pas les choses comme ça. Il me semble que bon, le secteur de la pêche est certainement un exemple de ce que nous vivons, mais dans les réalités économiques, nous sommes dans le 21e siècle, donc nous sommes dans des complexités de tâches, des complexités de métiers. Nous avons plusieurs types d'intervenants. Nous ne sommes plus dans des économies où, je dirais, monotâches. On est dans chaque produit que vous verrez sur le marché, il y a plusieurs intervenants, plusieurs métiers. C'est une chaîne de valeur. Et il faut que nous apprenions, et il faut que nous maîtrisions cette complexité. Donc, il ne faut pas la simplifier parce que ça voudrait dire que nous essayons d'éviter de la traiter. Mais il faut apprendre à travailler ensemble. Donc chacun a ses attributions, chacun doit, par cahier des charges, apporter son savoir-faire, sa compétence. Et c'est cet élément de modernité qu'il faut arriver à implémenter dans le secteur de la pêche. L'un des indicateurs du bon fonctionnement d'un secteur, c'est productif, bien sûr, c'est la disponibilité du produit. Dans le cas de la pêche et de l'aquaculture, le poisson est disponible, mais le prix reste élevé. C'est une question que je pose également à M. Agap. Merci. Si vous permettez, avant tout, moi je voudrais schématiser un peu le secteur. Eh ben, nous, on a l'administration, la tutelle qui est en face, pour un peu vous situer le côté professionnel. On a les professionnels, le deuxième maillon, et les scientifiques en troisième maillon. Maintenant, notre ministère a élaboré une stratégie, comme il avait comme Monsieur le ministre, la feuille de route Stratis Aïdadi, où nous avons été impliqués, concernés, à toutes les réunions. Donc c'est pour aboutir à vous dire que nos préoccupations, qu'on va certainement avoir le temps de les relater, ont été exposées. Les points bleus qu'on a appelés du secteur de la pêche sont dedans. Donc maintenant, vous me posez directement la question, la problématique du prix du Je dis ça parce que Monsieur Tout-le-Monde, enfin le citoyen, ce qui le préoccupe, c'est surtout le prix du poisson. Hein. Très bien, très bien. Il faut d'abord, moi à mon avis, il faut d'abord fixer ce prix. Par exemple, si on prend le cas de la sardine, quel serait un prix moyen pour le citoyen algérien? Actuellement, on ne le sait pas. Pourquoi on ne le sait pas? Parce que nous sommes soumis à l'offre et à la demande. S'il y a la production, automatiquement les prix chutent. Si la production, la ressource, elle n'est pas là, elle fait défaut, les prix flambent. Donc maintenant, à mon avis, ce serait bien d'abord de fixer quel serait un prix moyen de la sardine. 200 dinars, 250 dinars. Et à partir de ce seuil-là, on va définir si le prix, si la sardine, elle commence à être chère ou le contraire. Maintenant, le constat, il est le contraire. On dit, il y a 2 mois de ça, pratiquement, il y a une bonne pêche. Pas une bonne pêche, une pêche moyenne, où la sardine n'a pas dépassé les 250 dinars. Donc, moi, je pense que c'est des prix abordables. Des fois, nous, professionnels, on s'inquiète. On dit, pourquoi le journaliste ne vient pas chez nous quand on a, c'est pas tout le temps, hein, quand on a des problèmes à le commercialiser. Quand la sardine, justement, elle ne dépasse pas un certain seuil. Elle ne dépasse pas les 100 dinars, des fois un peu moins. Mais par contre, ce journaliste-là, il est toujours présent lorsque les prix sont à 500 dinars. Le journaliste qui transmet la préoccupation du citoyen, le citoyen est préoccupé par le prix de la sardine. Il a raison. Il a raison. Mais ce que je voudrais vous véhiculer comme information majeure, c'est qu'il est très important de régulariser ce canal de commercialisation. Parce que si on arrive à bien le structurer, on va avoir des prix qui vont être plus ou moins constants durant et c'est pas facile, hein, durant toute l'année,
parce qu'il y a beaucoup de mois où les bateaux ne sortent pas en mer parce qu'il y a trop de mauvais temps, ou là, il y a des périodes de carénage d'entretien. Donc, c'est ça. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer, soit de près ou là de loin, sur le prix du poisson. Mais justement, est-ce qu'on peut proposer dans cette stratégie, la stratégie de votre département, un mécanisme pour la régulation justement de cette activité? Je crois qu'il faut revenir, je pense, pour pouvoir traiter ce type de questions, il faut revenir à un raisonnement économique. Il faut revenir à un raisonnement économique, tout en gardant à l'esprit cette demande qui est importante du citoyen. Hein. Il faut ni la minimiser, ni la surdéterminer dans le raisonnement. Quand on essaye d'accompagner, en tout cas, le parcours d'un secteur économique, on a un tableau de bord. C'est comme certainement quand vous montez dans un avion, celui qui pilote, il a au moment du décollage, il doit faire une checklist et garder l'œil sur 2 ou 3 ou plus peut-être 4 éléments qui sont importants pour qu'il décolle. Donc il faut qu'il ait certainement du kérosène, il faut tout un ensemble de 3 ou 4 données de base qui sont dans le... Je ne sais pas si vous avez visité un endroit où justement de l'avion où se fait le pilotage. Dans l'économie, vous avez certainement cette question des prix. Mais vous devez regarder en même temps la ressource. Parce que nous ne devons pas accélérer, en tout cas, et fortement mettre la pression sur la ressource aux dépens des prix. Et au même moment, vous devez regarder les acteurs, parce que les acteurs doivent pouvoir, dans ce système-là, continuer à avoir les moyens pour investir, pour que ça soit rentable pour eux. Donc il faut trouver à chaque fois un nouvel équilibre. On ne peut pas construire une politique que sur la question du prix. Donc il faut regarder à chaque fois, à la fois vouloir aller bien sûr vers des prix qui sont abordables, mais en même temps en préservant la ressource et en faisant en sorte que le professionnel ou les pêcheurs soient encore là sur le long terme. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut expliquer après le prix. Le prix, c'est souvent un produit à la sortie, c'est un output. Il est lié à la productivité du travail, il est lié au circuit de commercialisation, il est lié aux technologies, il est lié à un ensemble de facteurs qui sont des facteurs dans l'économie réelle. Et il est lié aussi peut-être à des désorganisations ou des désajustements qu'on peut avoir à la distribution, à la commercialisation ou à la production. Donc si on veut se donner l'objectif, Agab le disait, fixer un prix. En fait, on ne fixe pas un prix, parce qu'un prix reste un jeu d'équilibre entre l'offre et la demande, entre ces éléments-là. Il faut travailler sur les déterminants de la formation des prix. Ce qui fait qu'à un moment, on peut influer en améliorant la productivité, en améliorant la fluidité des circuits de commercialisation, en améliorant les techniques qu'on utilise parce qu'on va économiser du gasoil, on va économiser un certain nombre de facteurs. Parler de coûts d'exploitation. Voilà. Donc c'est ça qui peut, à un moment, faire en sorte que l'économie elle-même est capable de répondre à l'attente du consommateur. Vous avez parlé justement de ces facteurs. Parmi les facteurs dont se plaignent justement les professionnels du secteur, c'est les intermédiaires, comme ça se passe dans d'autres secteurs. Les armateurs vous disent par exemple que les intermédiaires sont à l'origine de la spéculation qu'il y a autour des prix. Ils proposent eux-mêmes de vendre leurs produits alors qu'on ne les autorise pas. Non, qu'on ne les autorise pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer de comprendre cette problématique qui est posée. Dans toutes les économies modernes, le producteur ne commercialise pas ou commercialise à la marge, sauf pour des niches de produits, quand c'est des produits bio, des produits verts, ou donc vous allez acheter à la ferme ou vous allez acheter sur des circuits courts. Dans des sociétés qui s'urbanisent, vous avez
des maillons qui sont chargés de faire ce travail-là. Parce que imaginez un professionnel. Nos professionnels travaillent la nuit. Ils rentrent au port généralement à 4h, 5h du matin pour, par exemple, la pêche à la Seine. Le gars, il a passé 12 heures ou 14 heures en mer. Comment va-t-il faire encore une activité de jour alors que c'est le jour où il va repréparer son bateau pour pouvoir aller le lendemain repêcher? Donc je pense que par contre il faut professionnaliser ce type de métier. Les autres métiers, autant pour la pêche, ça veut dire les gens qui capturent, nous avons des éléments de professionnalisation qui sont là, autant sur les autres maillons, c'est des maillons encore qui sont peu professionnels, donc qui sont perçus comme je dirais, des acteurs qui n'apportent pas une valeur ajoutée, mais qui viennent prendre une valeur, en contrepartie, ils ne donnent pas un service. Et quelle est la solution? Quelle est la solution dans ce cas-là? Retourner à la vente à la criée qui ne se fait pas en Algérie? Si, elle se fait, la vente à la criée, elle se fait dans beaucoup de ports. Mais aujourd'hui, nous avons actuellement un texte qui est en préparation, mais beaucoup de travail avec eux aussi directement, parce que les textes ne suffisent pas. Il y a ce métier de mandataire, qui est un métier important, qui est le métier d'interface entre la capture et le consommateur, ou en tout cas le premier circuit de commercialisation, c'est au débarquement. C'est un métier qu'il faut aider à organiser, à professionnaliser. Et là, on a des marges peut-être à gagner sur les pourcentages, sur l'efficacité d'intervention de ces acteurs. Mais il ne faut surtout pas les stigmatiser. Parce que là, on est dans l'économie réelle. Il faut travailler au réel avec des acteurs qui eux-mêmes sont là traditionnellement, existent depuis 20 ans ou 30 ans dans les ports, ont une fonction de préfinancement de la pêche. Ils sont là, il faut travailler avec eux. Et c'est pour ça que je vous ai dit la démarche, peut-être là où elle est en train d'innover. C'est dans ce cadre-là, c'est dans l'approche. Il faut travailler au réel et faire évoluer le réel. Et c'est ça, on ne peut pas construire virtuellement de nouvelles catégories. Là, justement, en parlant d'alternatives à la pêche chalutière, il y a d'abord la pêche artisanale, ce qu'on appelle communément aussi les petits métiers, une activité qui n'a jusqu'à présent pas un grand intérêt en Algérie. La pêche artisanale, c'est une pêche qu'il faut développer à l'avenir. Pourquoi? Parce que c'est une pêche qui ne détruit pas la ressource halieutique. Et c'est une pêche sélective. Elle est importante dans certains ports en Algérie. Pourquoi? Parce que le plateau continental, il n'est pas le même d'est en ouest. Si vous prenez par exemple le cas de la région de Razaouat, on a un plateau, et le cas de Annaba aussi, on a un plateau qui est large, donc il est beaucoup plus favorable pour la pêche chalutière et la pêche à la Seine que pour les petits métiers, comme vous les avez appelés. Mais si on va par exemple dans des zones où ce plateau n'est pas aussi important de ça, donc il y a une opportunité d'un autre type de pêche, les petits métiers qui sont plus abondants, plus majoritaires. Mais sinon, c'est une pêche comme la pêche à la palangre, par exemple, qui fait partie de la pêche artisanale. Normalement, il faut la prendre en considération. C'est une pêche qui est appelée à se développer en Algérie. Nos pays voisins, si on prend le cas du nord de la Méditerranée, la France, l'Espagne, l'Italie, ont développé ce type d'activité pour essayer de mieux préserver cette ressource halieutique. Mais surtout sur le plan côté exploitation, c'est-à-dire le coût d'exploitation il est moindre. C'est quand on pense à un seineur de 28 mètres, il y a cet élément, beaucoup. Mais il y a aussi l'élément de rendre la politique inclusive. Ça veut dire d'essayer de faire en sorte que la stratégie action, parce que la feuille de route c'est une stratégie action, c'est pas qu'une réflexion, je dirais un diagnostic, mais c'est surtout être dans ce mouvement permanent, voir quels sont les sentiers, comment
comment identifier l'essentiel, mais surtout engager des actions. Ça veut dire ne pas être dans une analyse, je dirais, permanente, tournante. Quand on a regardé aujourd'hui nos dispositifs, et avec y compris les professionnels et les acteurs de terrain, parce que les gens vous posent des questions, vous arrivez dans un port, vous avez toute une diversité de questions avec toute une diversité de situations. Et quand vous arrivez dans des zones aujourd'hui, vous avez des petits pêcheurs qui sont dans des plages ou des exutoires d'oued, oued-zhor, oued-seibos. Vous avez des dizaines d'exemples, hein, le Gelta, bon. Et c'est des gens aujourd'hui qui n'ont pas de cadre de développement. Oui. Ils n'ont pas, parce que dans les petits métiers, ce que vous appelez petits métiers, ça va de 4,80 m jusqu'à 24 mètres. Bon, mais dans cette petite fraction des 4,80 m, des petits. Donc, nous n'avons pas aujourd'hui ni un cadre adapté de formation, ni un cadre adapté réglementaire, ni un... Donc, avec le temps, nous les avons poussés vers la marge. Donc, on est dans un mouvement de marginalisation à l'intérieur de la marginalisation. Et c'est cette volonté qu'on a voulu apporter dans cette nouvelle perspective, c'est de dire, ces gens-là, il faut qu'on arrive à les intégrer, parce qu'ils ont un rôle dans les territoires, ils ont un rôle social important. Dans certains territoires enclavés, c'est des revenus, c'est des emplois, c'est aussi de l'activité de valorisation de cette ressource. Donc, il faut faire le mouvement de modernisation. Il faut faire le mouvement de structuration. Mais il faut le faire pour tous. Pour tous de manière adaptée. Il ne faut pas exclure au nom de la modernité, au nom du développement des petites gens, parce qu'ils ont un rôle important, même économiquement. Et c'est le cas aussi dans la Méditerranée. L'autre secteur qui est très important aussi, celui de l'aquaculture, un créneau intéressant, mais l'investissement ne semble pas refléter sa véritable valeur en Algérie. Là aussi, on a une expérience qu'on a essayé de revisiter avec des experts, avec aussi des gens qui se sont engagés dans ce domaine depuis une vingtaine d'années. Nous avons eu plusieurs expériences, que ce soit dans l'aquaculture continentale, dans l'aquaculture en mer, dans un certain nombre de tentatives. Mais pour me résumer, pour ne pas être trop long, en gros, on a 3-4 choses qui apparaissent tout de suite, qui sont peut-être je dirais des erreurs de jeunesse, en tout cas dans ce domaine. Le premier, c'est qu'on a vu trop grand. Souvent, les projets sont trop importants et les promoteurs n'ont pas pu les porter. Nous avons vu, pour certains projets, il y avait à la fois plusieurs métiers à l'intérieur. Il y avait les moyens de production de l'alevin, les moyens de production de l'aliment, la transformation pour le même projet. Donc les porteurs de projets n'ont pas pu maîtriser l'ensemble des métiers. Nous avions aussi un accompagnement qui était peut-être lui-même aveuglant, parce qu'il était un accompagnement direct. Donc les gens cherchaient plutôt les subventions qu'à faire l'activité. Donc tous ces éléments, nous sommes en train aujourd'hui on les a réintroduits dans une nouvelle démarche. Nous lançons un nouveau programme d'aquaculture en tirant les enseignements du passé. Mais quels sont les grands contours de ce programme? Grand contour, priorité 1, aquaculture en cage, en mer. C'est ce qui apparaît être... Parlez des cages flottantes. Cages flottantes. Phasing dans le projet. Pas faire des méga projets, mais commencer par un minimum qui est une ferme de 300 tonnes, qui donne une rentabilité, mais qui peut permettre un sentier de croissance pour les opérateurs. Être à proximité d'un environnement commercialisé, avoir un minimum de services à proximité. Choisir des zones qui ont des avantages comparatifs. Donc avoir un cadre incitatif qui, lui, est plus indirect. Travailler sur les assurances. Nous sommes en train de travailler sur un produit multirisque parce que c'est des activités qui sont très risquées. Avoir plutôt des instruments indirects, pas de soutien direct, parce que le soutien direct pose des problèmes après de suivi, de contrôle, et ne permet pas souvent à l'opérateur de faire ses calculs économiques, parce qu'il est aveuglé par parfois le soutien direct.
avoir un accompagnement en termes de formation. Former les C'est ça le gens. grand souci de l'aquaculture, Voilà. justement, c'est le Dans l'aquaculture. savoir-faire. Les gens pensent que l'aquaculture, c'est une activité de bio-industrie. Vous la menez en mer, mais c'est une activité industrielle, de type naturel. On n'est pas dans l'industrie mécanique, mais on est dans des activités qui sont complexes, qui supposent un suivi permanent, qui supposent des intrants de qualité, qui supposent des métiers spécifiques. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accompagner l'ensemble d'équipes de formation pour former des équipes de promoteurs avec les plongeurs, ceux qui s'occupent des différents métiers à l'intérieur de la ferme pour s'assurer de la réussite du projet. Donc, voilà, vous me posiez la question au début en disant on a fait plusieurs stratégies. Il y a quelque chose de bon aussi là-dedans. Ça veut dire que on a appris. Les erreurs du passé. Il faut tirer les enseignements de ce qu'on a appris. L'erreur, la plus grande erreur, ça serait de refaire le même tour. Ça veut dire de raconter les mêmes histoires et de refaire les mêmes parcours. Il faut que tout le monde tire les enseignements. Et c'est pour ça que il faut organiser continuellement ces tours de table entre l'institutionnel, les opérateurs, les scientifiques. Il y a un travail qu'il faut coordonner pour que nous puissions valoriser la connaissance, valoriser l'expérience, aussi valoriser l'expérience des autres. Parce que l'aquaculture marine, c'est ce qui a marché dans la Méditerranée. Il faut à la fois regarder ce qu'on a, mais avoir toujours l'œil vers notre environnement pour pouvoir se dire, voilà le... Justement, pour voilà arriver par exemple, si on fait dans la prévision, si on veut arriver par exemple à l'expérience égyptienne ou espagnole, qui sont des expériences très réussies, en combien de temps peut-on atteindre, je dirais, 25% de leurs résultats? Et les Espagnols sont, je crois, à 900 000 tonnes par an, les Égyptiens ils sont dépassés 1 million. Les Égyptiens, ils ont le delta. Ils ont le tilapia, c'est une vieille expérience qui date des pharaons. Bon. Mais je crois que vous avez raison de le poser. Aujourd'hui, on a des exemples. On a l'exemple grec, l'exemple italien. Ce qui est proche de nous, c'est l'exemple tunisien. Il y a aussi l'exemple de l'Arabie saoudite. Tous ces exemples doivent nous permettre de voir quel est le sentier idéal à prendre. Mais là, encore une fois, ce qui est important, c'est de construire avec les acteurs. C'est les acteurs qui peuvent faire les performances. Il faut réunir les conditions pour qu'ils puissent être dans cette situation. Mais en clair, ce que nous avons préévalué dans ce programme que nous lançons, c'est que nous avons aujourd'hui le potentiel brut de faire dans ce domaine à peu près ce que nous faisons dans la pêche. Un peu moins peut-être, mais c'est l'équivalent de ce que nous faisons comme capture dans la pêche. Autour entre 70 000, ça veut dire on pourrait être dans l'aquaculture autour de 70 000 tonnes. Sur la pêche, nous faisons un peu plus, nous faisons autour de 110 000 tonnes. Mais ces 20 000 emplois qui sont dans ce potentiel, et c'est aussi de l'investissement. Et c'est aussi des impacts sur des territoires, qui souvent, je donnais l'exemple, je suis parti à Skikda il y a quelques semaines, dans une zone qui s'appelle Marsa. Vous traversez toute la plaine de Tagerbes, et là vous êtes dans un territoire où au bout il y a un port. Il y a un port, il y a une ville qui s'appelle Marsa, mais la ville et le port et la ville. Je dirais, c'est le port qui fait la ville et il n'y a pas d'autres activités. Donc ces activités peuvent amener des chances et des opportunités à ces territoires. Et de ce point de vue-là, ça n'a pas de prix. Et ça n'a pas de coût. Et en parlant de port, justement, le réalisateur Mefissine, le reportage sur le port de Chechel est prêt. Nous allons le suivre ensemble et on revient juste après. 5 ports de pêche, une importante flottille composée de 623 unités et une communauté marine estimée à plus de 6500 marins pêcheurs. Autant d'atouts qui confèrent à la wilaya de Tipaza une place de choix dans le domaine de la pêche.
La wilaya assure d'ailleurs à elle seule une production halieutique de 8000 tonnes par an, une production qu'elle compte améliorer à travers notamment la réhabilitation de ses infrastructures portuaires. Les ports de pêche, après diagnostic, sont en état délabré. Un programme d'urgence a été validé par le ministère en concertation avec la Sogeport. Et la réalisation de ces actions a été confiée à l'EGPP d'Alger. Parmi ces actions, on peut citer le revêtement des terre-pleins, le renforcement de l'éclairage au niveau des ports, la réalisation des réseaux d'AEP, d'assainissement, d'incendie et la récupération des huiles usagées, résultat des vidanges des navires de pêche. Le secteur a par ailleurs misé gros sur la formation et on a même fait son cheval de bataille. Le secteur a réalisé un centre de sécurité maritime à Cherchel et la réalisation d'un centre conchylicole et d'une ferme marine à Bousmaïl destiné à la recherche et à l'appui des projets des promoteurs. Et sans oublier la formation de 400 marins pêcheurs non qualifiés. La direction de la pêche de la wilaya de Tipaza a en outre procédé à la structuration de la profession par filière, petits métiers, sardiniers et chalutiers, une démarche à travers laquelle elle vise la professionnalisation du métier. Un métier, nous dit-on, de plus en plus convoité par des gens dont le seul objectif est de se faire un maximum d'argent, quitte à nuire à la faune marine. كاين الناس اللي دخلوا في الميتي هذا غير باش يدخلوا دراهم برك ما على بالش بلي الحوت راه يقتل في الحوت ولا دايرين كريم ولا يحقر هذاك بالصياد الصغير لا هو يخمم مع الدراهم ماذا به يدخل البور يدخل معاه الدراهم ماشي يشوف باللي الحوت هذاك ينقص ولا ما ينقص ولا يعطي له حقه باش يولد ما كانش هذيك راحت كان بكري يقتلوا الحوت هذا الحوت يموت بلا وقت زون انتردي يدخل ما على بالوش بيك صياد صغير ياكلوا واحد كبير والكبير ياكلوا كبير ويا ريحه بها هذا هو المشكل اللي عندنا في البحر واش هي على حسب واش انا نشوفوا مع هذا الوزير هذا ومع هذا الاداره الجديده هذه مع مدير السيد تاعنا كاين الناس تخدم كاين ناس الله يبارك ما شاء الله تخدم راهم بداو كاين التصاقات مع بعضنا كاين اتصالات راهم نديروا معنا حوار انا ما عندنا اجتماعات رانا تقريبا كل سمانه عندنا اجتماعات كدا رانا نديروا تاع لا بوليس ورانا نديروا كدا الحمد لله راه كاين يعني تحسيس بان وراهم يدخلوا في زافورماسيون يقراو كان ما كانش كان البحري مسكين من الماسون يروح للبحر نورمال ما على بالوش بلي كاين ما يعرفوش يعوموا يخدموا في البحر. Autre objectif du secteur, booster l'investissement et rajeunir la profession à travers des dispositifs de soutien comme l'ANSEJ. Dans cette perspective, 149 projets ont été enregistrés depuis 2011 jusqu'au premier semestre 2013 pour la création de 850 emplois permanents. كنت حاب باش نكسب بابور ان شاء الله والحمد لله بالعقل وخدمت بالعقل جاي باسكو صعبونا شويه في لي بابي في الاول صعبونا وكذا ومن بعد الحمد لله ما قطعتش الياس كملت معاهم كملت الحمد لله سي بون قدرني ربي سي فغي تلقاي شويه كالكو بروبليم في لي بابي وكذا مي الحمد لله ها هو البابور تاعي راني مخدم بلوس دو 17 ماران 17 ولا 18 ماران بلوس كاين اللي يعس في البر كاين اللي يخيطوا الشبك اسمها اونتو بورتو كاين واحد 20 عائله عايشه من البابور هذا. Des familles qui vivent tant bien que mal de ce métier, pas toujours très rémunérateur, notamment en fin de vie. C'est le cas de ce père de famille retraité depuis déjà 11 ans et qui n'a pas vu sa situation s'améliorer en dépit de l'adoption en mai dernier du décret exécutif numéro 13-201 censé améliorer la situation des retraités et assurer leur protection sociale, notamment à travers la relance des centres de médecine du travail. كيف يخدم 60 سنه باش يعطيوه 1,600,000 بار موا اوتوماتيكمون يفي المونديون ما يلحقش الروتريت اللي عنده 5 دراري كيش يعيش ب 1,600,000 راني نخدم با نيسيسيتي سينو ما نخدمش شيء. شحال في عمرك؟ 71 ومازلت نخدم اون برينسيپ انا روتريتي ما نخدمش خلاص لي بون سيجور تاعي نروح نحوس نروح نشتغل بحفظاني لي بون سيجور تاعي نجوز لي بون سيجور تاعي اللي بقاو لي اللي راني عايش فيهم او موان نفرح فيهم نزهق فيهم.
En attendant, il est surtout question de réguler le marché des produits halieutiques en installant des halles à marée au niveau de chaque port de pêche afin de garantir une meilleure traçabilité du produit. Dans ces halles qui seront réalisées au niveau des ports, donc il y aurait les services de contrôle des prix relevant du ministère du Commerce, l'inspection vétérinaire relevant du ministère de l'Agriculture. Donc à peu près, ces espaces vont nous permettre d'assurer quand même de connaître au mieux les quantités pêchées, la qualité de ces produits et les circuits de commercialisation. C'est bien. C'est bien, pour la première fois, c'est bien, il aura un contrôle, l'hygiène, le vétérinaire, même la maille marchande sera contrôlée. Des fois, la taille marchande, ما تسمحلوش يبيع وما يدخلوا لا petite sardine ولا le petit poisson كذا يبيعوه à l'anarchie هكذا. ماذا بينا كان يماري كان un contrôle. ماذا بينا au contraire. Au contraire, كما جوارنا vous allez روحي تونس ولا المروك c'est la même chose, روحي en Europe c'est la même chose. كان فيتيرينير, كان contrôleur, كان كذا. لا على بندو هكذا. côté prix فاني. Le prix sera stabilisé, ماشي هكذاك, ماشي فوضوي كما راه يضربك actuellement. Pour mettre fin à ce genre de pratique et stabiliser les prix, de nombreux armateurs proposent de vendre eux-mêmes et directement aux consommateurs leurs produits. محسوب كان يوصلنا كما انايا جي دوموندي قلت لهم انا جو سي باترون بيشور عندي بابور نجيب لو برودوي تاعي انا نبيعو جي اون كاس بيشور حبيت اون بارتي نردها ان ماغازان بور لو بوسونري بور فير لا فون اون ديريكت من البابور للاخر ils ont refusé قال لي واش اون دوموند و جو سي بلي ما كاش ما يعطيونيش لوتوريزاسيون انا نضربو هما نعرف انا نستناو ميم يا دي جون افون موا ils ont demandé ça refusé. Ça fait des années, ماشي اليوم نحكي لك, ça fait 2-3 ans. Généralement, c'est eux, les amateurs eux-mêmes qui sortent à la mer. هما les patrons de pêche. قالوا كي يجيب حوتو ماذا به هو يبيعوا بيدو يشوف لي بخي تاعو. ان كاين شحال باباك انا نجيب الكريفيت نبيعو 100,000 ونجي في السوق نجبرو 200,000. علاش؟ شكون رابح له؟ انا ولا المارشون؟ سي المارشون. ولا لا؟ باغ اكزومبل انا في ذي سلعه تكون عندي 100,000 نبيع فيها، ليش كنروح نبيعها لواحد اخر باش يبيعها 180,000؟ نبيعها انا للزوالي 110,000 ولا 100,000. كي تكون عندي كارو ما كاش كارو هنا. واش في درهم؟ في درهم نبيع. كاين ناس سبيسيال يهبطوا من البلاد يشريوا عليا لنا بالكيلو. ما نبيعش بالكيلو، ما نبيعش بالكيلو. نبيع لهم بالكيلو، في درهم كيما سوات الكرو نبيع للسيد. هما حنا كنعاونونا يديروا لنا حاجه نديطايو. En réduisant le nombre d'intermédiaires dans les opérations de commercialisation, on parviendra peut-être à faire baisser les prix de cette denrée que les Algériens consomment avec beaucoup de modération, faute de moyens bien sûr. Un reportage signé Bouchra Bouali. Monsieur Agab Chouaib, les pêcheurs ont aussi leurs soucis. Comme on vient de l'écouter dans le reportage, il y a aussi la question des retraites, une question cruciale pour les pêcheurs. Ah oui, effectivement. Bon, il faut dire que notre métier il est très complexe. Il est soumis à beaucoup de facteurs qui changent. Moi, je voudrais revenir à cette fameuse feuille de route qui a été instaurée par notre secteur de la pêche, où nous a été donné l'occasion de relater tous les points bleus. Les points bleus, c'est-à-dire les failles qui se présentaient dans le secteur. Chaque wilaya a émis des propositions pour essayer de recadrer ce secteur. Et la première priorité était qu'il ne faut pas oublier qu'on a une flottille qui est très ancienne, qui est très vétuste. Certes, l'État a injecté par le biais de la relance économique une flottille nouvelle qui est venue s'additionner sur une flottille qui a 30 ans, 40 ans, des fois plus de 50 ans d'âge. Donc actuellement, les mesures de sécurité qui sont régies par le Code de la Marine internationale ne nous permettent plus d'effectuer notre travail convenablement. Notre tutelle nous a écoutés et, Inch'Allah, on espère que dans un futur très proche, on aura l'occasion de renouveler notre flottille. Maintenant, vous me parlez du cadre social. Le cadre social, notre Chambre nationale dont je suis le président, on a pratiquement un peu plus d'une année au compteur et le hasard a voulu que nous sommes venus en même temps que vous, Monsieur le Ministre. Et parmi les premières priorités était celle du social. Alors, nous étions les principaux acteurs dans une cellule qui a été créée et nous avons bien défendu ça. Nous sommes arrivés à un résultat que
actuellement, je suis désolé pour le patron pêcheur qu'on a vu, le retraité de 71 ans, parce que malheureusement... Quelle est la solution à son problème? Ben, la solution, c'est que actuellement, c'est le flou. Peut-être qu'on va renégocier pour les gens qui sont déjà retraités. Parce que ce nouveau décret va impliquer les gens qui sont en activité. Donc, même nous, les professionnels qui sont retraitables et qui n'ont pas déposé leur dossier de retraite, on leur a dit carrément, attendez, ne faites rien. Continuez à exercer, c'est-à-dire continuez à cotiser avec le nouveau barème pour, Inch'Allah, que vous bénéficiez dans le futur avec le nouveau système. Donc il s'agit bel et bien, là aussi, d'un problème multisectoriel. Je crois que déjà, il faut reconnaître l'effort du gouvernement avant de éventuellement poser un certain nombre de difficultés après dans la mise en œuvre pour une catégorie de pêcheurs ou de patrons pêcheurs qui sont partis à la retraite. C'était important que nous puissions donner de la visibilité aux acteurs, qu'ils s'inscrivent eux-mêmes dans l'avenir. Parce que les gens nous disaient, quand on descendait sur le terrain, que nous faisons un métier dur, mais de l'autre côté, nous allons travailler pendant 30 ans et nous allons sortir... c'est nous qui cotisons, parce qu'ils cotisent, c'est pas une retraite qui est versée sans cotisation. Donc, et nous sortons au bout de 30 ans avec 80% du SMIC. Et ça, c'est la question posée par plus de 50 000 inscrits maritimes, en majorité. Donc, et c'est ce que vous disiez le président de la Chambre nationale, nous avons fait les démarches nécessaires, et c'était important de le faire, pour pouvoir construire une stratégie à long terme, pour être dans une politique de long terme. Parce que sinon, on ne peut pas travailler avec des acteurs qui demain sont volatiles et vont partir vers d'autres secteurs, parce qu'ils n'ont pas cette perspective. Sachant par ailleurs que dans les 50 000, on a 60% de jeunes. Ça veut dire la majorité ont encore 10, 20 ans